depuis, bon, ton parcours s'est poursuivi et tu as soutenu en décembre 2020 une HGR en sciences de l'information et de la communication, médiation et pouvoir de l'agir ingénieur, mythe et infrastructure des politiques de données. Donc voilà, la question des politiques des données qui est une question d'actualité. Et tu as été nommé professeur des universités à l'Université de Montpellier. Alors, à Techné, ce qui nous relie à tes travaux, c'est ton attention aux dispositifs médiatiques, à leur rôle dans la circulation des savoirs, des idées, des cultures, et le fait que tu interroges les transformations numériques à l'œuvre, hein, en tenant compte des figures plurielles du public. Et nos préoccupations se rejoignent autour de certaines thématiques que tu traites et dont tu vas certainement parler aujourd'hui, comme la régulation des algorithmes ou les enjeux contemporains de l'éducation aux médias et à l'information, ou encore les mutations de la culture à l'ère numérique. Tu développes une approche plutôt critique, sociopolitique et anthropologique des médiations numériques. Et donc, tu es venu aujourd'hui pour partager avec nous plusieurs recherches que tu mènes en collaboration autour de deux thématiques qui sont particulièrement actuelles et sur lesquelles travaillent un certain nombre de nos collègues ici à Techné. La préparation de cours avec l'IA auprès d'enseignants du premier degré et la formation de formateurs en EMI et en journalisme intégrant les enjeux liés au développement de l'IA. Donc voilà pour la petite présentation. J'espère que ça donnera un petit peu une vision un peu globale de ce que fait Sarah. Et je vais te laisser la parole en te remerciant encore de nouveau très chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui, même si évidemment on aurait préféré te voir en présence. C'est parti, remise. Merci Sarah. Merci à toi pour cette présentation qui effectivement renvoie bien à mes travaux. Alors, est-ce que c'est bon pour le partage de la présentation? Hop. C'est bon. Peut-être ok. Alors, effectivement, je vais un peu parler de là d'où je viens, c'est-à-dire que j'ai été formée effectivement dans une approche communicationnelle qui privilégie la question de la médiation et de la médiatisation dans les nouveaux médias. Et donc, je vais un peu essayer de montrer comment cette question des transformations médiatiques contemporaines et aujourd'hui, l'urgence autour des intelligences artificielles, on peut se poser des questions sur l'éducation. Alors, je travaille effectivement, comme tu l'as souligné, actuellement sur deux projets qui sont des projets collaboratifs. Avec donc le premier, je les ai mis dans l'autre sens, mais c'est le GTNUM Défi qui est porté par Camille Capel et qui portait plus spécifiquement sur la littératie de données et dans lequel on a introduit une première étude avec Lucie Delias qui est maîtresse de conférence à l'Université de Montpellier, Paul Valéry avec moi sur un projet d'expérimentation au sein du rectorat, et tu l'as souligné, Émilie, dans la préparation de séances pédagogiques par des enseignants du premier degré. Et puis, un autre projet qui s'appelle donc TADAM, qui est financé par Creative Europe et qui porte sur la manière dont on peut intégrer les questions d'intelligence artificielle dans l'éducation aux médias et à l'information. Alors, ces deux projets ont des questions de recherche communes. Tout d'abord, elles ont la question centrale qui est portée par ces projets concerne les pratiques de ceux qui forment, donc les enseignants, d'une part, évidemment, mais aussi dans le projet TADAM, on s'intéresse à tous les formateurs dans le milieu du journalisme, de la création, donc création cinématographique, création de contenu au sens large,
et aussi des bibliothèques. Et on interroge dans ces projets la question des littératies et de façon sous-jacente celle de la culture numérique. On essaye de prendre en considération comment les littératies sont amenées à intégrer les nouveaux médias, les nouveaux dispositifs technologiques. Et au cœur aussi de ces deux projets collectifs, il y a vraiment la question de la recherche-action, étant donné que dans l'un comme dans l'autre, il y a la production de dispositifs de formation à destination de ceux qui forment, de celles et ceux qui forment. Et donc, on a pour les deux projets, en tout cas pour le projet défi, on a pensé la relation avec des formateurs donc, qui, dans l'éducation nationale, sont des référents numériques. Et dans le projet TADAM, je vais y revenir dans une seconde, on va avoir une session de co-design de scénarios pédagogiques. Alors, je vais m'appuyer donc sur ces deux projets pour présenter quelques résultats en cours de formalisation, on va dire. Mais donc, on a des modalités d'enquête qui sont un tout petit peu différentes, étant donné, tout d'abord, la différence de temporalité des deux projets. Le projet TADAM, c'est un projet qui dure sur 2 ans, donc depuis janvier 2024, qui se terminera en décembre 2025, alors que le projet, dans le cadre du GTNUM en tout cas, c'était un projet qui s'est fait sur 3 jours de formation avec un temps de présentation avant et un temps de restitution qui aura lieu fin avril après, et donc qui est sur un temps beaucoup plus court et ramassé. Et donc, on a mis en place des modalités d'enquête qui sont différentes. Tout d'abord, dans le projet TADAM, l'une des modalités que nous, on a constitué en tout cas comme forme de collecte de données, ça a été la mise en place d'ateliers collaboratifs dans lequel on a accueilli des acteurs de l'enseignement, donc qui pouvaient être enseignants, mais qui pouvaient être aussi formateurs d'enseignants, des acteurs des bibliothèques, plutôt des formateurs, mais aussi donc plutôt orientés référents, éducation, médias et à l'information, mais aussi des acteurs de l'innovation, donc qui étaient soit des acteurs de la tech, on pourrait dire ça comme ça, donc qui proposent des solutions logicielles ou des solutions informatiques, ou des acteurs qui portent les politiques publiques de l'innovation en Occitanie. Ensuite, on a réalisé, et c'est une spécificité de Paul Valéry par rapport aux autres acteurs du projet européen TADAM, on a réalisé une dizaine d'entretiens auprès de formateurs et de formatrices, et donc dans les domaines précités, l'enseignement, les bibliothèques et le journalisme. Et puis, l'enjeu, enfin, ce sera de mettre en œuvre le média éducaton pour créer des scénarios pédagogiques. Et ce média éducaton aura lieu en septembre 2025. Ce qu'il faut avoir en tête avec ce projet TADAM, c'est qu'il a évidemment un objectif autour de l'intégration des questions liées à l'intelligence artificielle et à son usage dans les différents domaines que j'ai déjà cités plusieurs fois, mais aussi il a comme fort enjeu, parce que c'est un projet européen,
de produire des dispositifs, des ressources qui soient qui répondent au plurilinguisme de l'Union européenne. Et donc, nous avons comme objectif de produire des dispositifs qui soient traduisibles. Enfin, bref, en tout cas, il y a cet enjeu qui est sous-jacent. Dans le projet défi, on a avec ma collègue Lucie Delias réalisé des observations pendant la formation de 3 jours qui a été donnée par des référents numériques, 2 référents numériques, Xavier Blanc et Julien Turc, auprès d'une dizaine d'enseignants. C'est pas une dizaine, c'est 10 tout pile, de 3 écoles rurales. Et donc, on a à la fois, j'ai mis qu'on avait fait des observations, mais on a été aussi actrice de cette formation, puisqu'à des moments, c'était nous qui faisions des petits modules. Mais cette formation, elle s'appuyait véritablement sur la mise en situation des enseignants à partir de leurs propres problématiques ou de leurs propres besoins en termes de préparation de cours, enfin de séances pédagogiques. On avait mis en place aussi une récolte de documents à partir du logiciel Doudoc, mais ça a été assez épineux et difficile, les enseignants ne sachant pas toujours quel type de documents ils devaient enregistrer et mettre à disposition sur ce Doudoc, mais on a pu ainsi essayer de documenter leurs pratiques de préparation de cours en lien avec l'usage d'une intelligence artificielle. Et puis enfin, on a pour chaque école mené des entretiens collectifs, donc pour chacune des 3 écoles, sur les discussions, les échanges que ces enseignants pouvaient avoir entre eux au sein de ce dispositif de formation. Et on compte mettre en place des entretiens individuels prochainement, avant le rendu final de ce premier temps d'expérimentation. Ce dispositif se place aussi dans le cadre d'un dispositif de territoire rural éducatif. Et donc, il a vocation à durer 3 ans. Et donc, les 2 prochaines années, on poursuivra l'accompagnement des enseignants qui souhaitent poursuivre. C'est sur la base du volontariat pour les enseignants qui souhaitent poursuivre dans ce cadre. Alors, je vous ai présenté un petit peu globalement les 2 programmes de recherche auxquels j'ai participé. Je participe, plus exactement. Et avant de rentrer spécifiquement dans les pistes d'analyse et de résultats de ces programmes, je tenais à faire un petit point sur la manière de considérer les intelligences artificielles génératives. Je vais essayer de passer assez rapidement pour pas trop m'étendre, mais c'est ça me paraissait important pour placer un petit peu le cadre dans lequel je pars, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'éducation et donc j'ai pas une entrée par les questions proprement éducatives, mais par contre j'ai une attention spécifique au dispositif. Et donc, c'est par cette entrée-là que je vais vous proposer de faire un petit bout de chemin. Alors, donc j'ai été formée par Yves Jeanneret et donc voilà, donc en plus, il se trouve que le livre dans lequel il pose la question, est-ce que les technologies de l'information et de la communication sont plutôt
pavé de Romsteck ou une fontaine de Jouvence. C'est un livre qu'il a écrit au moment où moi j'étais en licence maîtrise à Lille, et c'était quelque chose dont on discutait beaucoup à l'époque, en cours. Et en fait, il me semble qu'avec les intelligences artificielles génératives, il est à nouveau intéressant de se poser la question finalement qu'est-ce qu'on a sous les yeux quand on lit les réponses d'une intelligence artificielle générative. Euh, et, euh, et donc de repartir de ce postulat que finalement toute innovation technique modifie et transforme nos rapports symboliques et notre rapport à l'écriture et au savoir. Alors, Jeanne Rey, donc dans ce livre qui a été publié la première fois en 2000, puis réédité en 2007, euh, rappelle l'importance de distinguer l'information mathématique de l'information sociale. Et donc, ce que je me propose de faire rapidement, avec donc l'idée que voilà, l'information mathématique, c'est d'abord ce qui va être soumis au traitement computationnel, et donc qui va donner lieu à l'usage des données. Et on sait, et on le voit dans les discours, que la question de la nature des données, de la qualité des données, est déterminante pour le fonctionnement des intelligences artificielles génératives. L'information mathématique, c'est aussi ce qui englobe tout ce qui est de l'ordre des instructions et des modèles informatiques qui vont permettre à ces intelligences artificielles de traiter ces données. Euh, et, euh, et donc, il viendrait un rappel que finalement, euh, c'est ce qui est souvent rappelé aujourd'hui, hein, que les intelligences artificielles ne comprennent pas ce qu'elles écrivent parce qu'elles n'ont pas de capacité d'intégration. Et pour la petite histoire, je crois que j'ai mis une capture d'écran à un moment donné, mais en travaillant ma présentation, j'ai donc demandé à des intelligences artificielles génératives comment elles produisaient des textes, hein, et parmi les points de réponse, elles précisaient bien qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles écrivaient, ce qui était ce qui est voilà, intéressant en soi. Euh, et donc, l'information mathématique, c'est aussi ce qui n'est pas interprétable par un humain, ou en tout cas pas par tous les humains. À contrario, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain? Eh bien, on interprète des informations, ce que donc Yves Jeanneret appelle l'information sociale. Et donc, c'est ce avec quoi on entre en relation. Euh, L'idée centrale de cette proposition, c'est de dire que l'information est une relation. Elle est une relation avec le réel, et donne une certaine façon d'accéder au monde qui nous entoure. Et donc, elle n'existe, cette information, que si on interprète et on confère du sens à ce qui est vu, perçu en tant que signe dans notre environnement. Donc finalement, l'information sociale, dans sa dimension sociale, c'est ce qui va être de l'ordre de l'expérience, ce qui est composé de signes qui vont être interprétés et qui vont nous permettre d'agir. Donc en fait, l'information, d'une certaine façon, c'est pas un objet, mais elle se redéfinit sans cesse par la manière dont on va l'interpréter et la manière dont on va agir grâce et avec elle.
Alors, ça nous conduit à reposer donc la question des intelligences artificielles génératives et de savoir est-ce que les machines, enfin, quelle est la conception derrière les machines. Alors, pavé de Rumsteak ou fontaine de jouvence. Et donc, l'idée, c'est que finalement, les technologies aujourd'hui, elles s'appuient sur des informations mathématiques, donc les inputs, hein, donc tout ce qui va être de l'ordre du code. Donc là, j'ai mis le code d'une page Evento qui ressort comme ça sur mon navigateur. Et donc, on a bien cette idée, hein, d'une technologie qui est composée, faite à partir d'informations qui sont agencées pour qu'elles puissent les traiter et les faire apparaître sur nos écrans. Je vais y revenir juste après. Et évidemment, on voit bien aussi que, d'une certaine manière, dans les, les technologies de l'information et de la communication, et donc les intelligences artificielles, sont des fontaines de jouvence, puisqu'elles ne cessent de nous pourvoir en information, donc ces fameux outputs. Mais évidemment, tout comme la fontaine de jouvence ne permet pas de produire de la jeunesse, eh bien, on peut s'interroger sur la nature la nature sociale des informations auxquelles on a affaire, et il me semble que ça se pose d'autant plus avec les intelligences artificielles. Donc là, j'ai extrait cette question sur enfin, pour poser la question, voilà, est-ce qu'on est face à un pavé de Drumsteak ou une fontaine de jouvence? Quand on regarde la réponse d'une intelligence artificielle. Alors, j'ai repris cette diapo d'une autre conférence que je vais donner avec Bastien Mas jeudi sur à peu près les mêmes questions, mais dans une modalité différente, auprès de référents et de formateur de l'éducation nationale. Et avec Bastien Mas, donc, on essayait de se dire, tiens, c'est quoi la différence entre un moteur de recherche enfin, la réponse que peut donner un moteur de recherche et la réponse que donne une intelligence artificielle générative. Et est-ce qu'on se situe plus euh, du côté de la fontaine de jouvence à partir du moment où on est face à une intelligence artificielle générative, avec cette idée justement, et on se voit bien dans les pratiques et dans les discours qui sont produits par certains usagers, que le fait qu'on ait une réponse finie, presque idéale, facilite l'accès à l'information. Alors, ce qui permet d'arriver à une autre question, qui est finalement, comment on pourrait qualifier d'un point de vue documentaire une réponse produite par une intelligence artificielle générative. Finalement, pour le dire autrement, ce serait dépasser le constat que les intelligences artificielles génératives sont des perroquets stochastiques, comme le dit Bender et ses collègues, ou alors qu'elles souffrent d'une cécité sémantique, comme le souligne Handler. Alors, donc c'est de s'interroger sur la nature de ce qu'on lit, et je me suis posé ces questions suite à un échange avec Anne Lémence lors du colloque MUSI en novembre dernier, avec cette idée finalement, est-ce que la réponse à une requête, c'est plutôt un document ou est-ce que c'est plutôt une information, et de chercher à obtenir des réponses à différentes questions. Donc, si on se pose la question qu'une requête est un document, il faut se demander quelle est la dimension documentaire d'un ensemble d'énoncés qui sont produits donc automatiquement. Quand on parle de documents en général, dans l'approche de la documentation, on dit qu'un document est fondé par le geste. Et donc, c'est quoi le geste qui est
produit par l'usager pour constituer la réponse en document. Et puis, une des questions centrales, ce serait de se poser le rapport à l'espace et au temps, puisque les documents sont justement des, des objets qui sont produits notamment par la décontextualisation, c'est ce que en tout cas rappelle Pascal Robert, et donc, mais par contre, qui sont en lien avec des formes d'énonciation qui vont pouvoir être identifiables. Or, là, on voit bien que les IAG miment des formes d'énonciation, mais cette énonciation n'est pas incarnée. Et puis, on peut se poser donc la question de la dimension d'information d'une requête, d'une réponse à une requête. Et donc, là, comment une réponse va jouer un rôle dans la manière dont on appréhende le monde, comment on va pouvoir interpréter cette réponse produite par une intelligence artificielle générative, et donc aussi quel rapport au savoir, quelle relation on va pouvoir entretenir. Alors, à partir de là, je repose une nouvelle question, c'est-à-dire que quand on a ces dispositifs, eh bien, est-ce qu'on peut parler de nouvelles formes écrites? Et donc, de se poser la question de la forme des formes prises par la communication médiatisée. Donc, il s'agit de remettre au cœur de ces questions la dimension de une approche par l'écriture et par le langage, et donc de voir comment il va être nécessaire de regarder ces objets techniques avec lesquels nous communiquons, des objets qui, d'une certaine manière, redistribuent à nouveau frais le rapport entre le texte qu'on va lire et interpréter, entre les formes d'inscription que prend ce texte. Et donc, ça renvoie à toutes les questions de confiance, de légitimité, la manière dont on va pouvoir dialoguer avec ce texte. Et j'avais mis en copie d'écran tout à l'heure le prompt que Raphaël Flint a dévoilé comme lui ayant permis de battre un prix Nobel un prix Goncourt, pas prix Nobel, un prix Goncourt de littérature. Et lui, il prône ce qu'il appelle le dialogue engineering, il prône et il défend et il forme à ce type de démarche, donc la capacité à dialoguer avec une intelligence artificielle générative. Et donc, ça pose évidemment la question de l'autorité et de la nature des rapports de pouvoir qui se jouent dans ces espaces. Alors, de ce fait-là, on se retrouve avec donc des nouveaux écrits dans une forme de communication médiatisée qui, pour le coup, est extrêmement renouvelée. Alors, donc, de façon assez basique, je suis repartie sur cette question de qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui est visible et qu'est-ce qui est invisible, qui est aussi, je ne l'ai pas mis dans la diapo, mais aussi un des points d'analyse qu'a porté Yves Jeanneret. Et donc, ce qu'on va voir sur nos écrans, c'est finalement, et là, donc la copie que j'ai prise, c'est au moment où la réponse commence à s'afficher, où on voit en fait que on est bien dans une conversation, enfin, on nous mime en tout cas, hein, il y a un simulacre. C'est Olivier Child qui dit que voilà, on est sur des technologies du simulacre, et donc on est bien dans le simulacre de la conversation en train de se faire. C'est un imaginaire extrêmement prégnant
qui est non seulement présent dans les discours des industriels de la tech, mais qui est aussi mise en scène dans l'espace de l'écran par ces textes qui apparaissent automatiquement, qui donc désignent d'une certaine manière la production et donc qui donnent une certaine idée d'une réponse en train de se faire au moment où la question est posée et à partir évidemment de du prompt, de la requête de départ. Ce qui est frappant, c'est que contrairement au moment où l'Internet débarque et au moment où on commence à avoir une multiplication des usages, on a une hétérogénéité des formes du texte à l'écran. Il y a énormément de modalités et encore aujourd'hui dans les sites web de présentation du rapport à l'écrit et une recherche, en tout cas, des formes d'autorité liées aux écrits. Eh bien, dans les intelligences artificielles génératives, à contrario, on se retrouve avec une forme matérielle extrêmement uniformisée, ce qui fait que d'ailleurs, on le reconnaît très rapidement dans les textes qu'on peut lire, parce qu'il y a une organisation, une image du texte, dirait Emmanuel Souchier, une énonciation éditoriale qui est très normée. Et ce qu'on voit finalement, c'est cette efficience technique, c'est cette capacité, quelle que soit la manière de poser une requête, quelles que soient les modalités d'adresse de cette requête, eh bien, on obtient toujours une réponse. Et c'était déjà le cas avec les moteurs de recherche. Donc, on voit bien la continuité dans cet affichage de l'efficience technique. Alors, et ce qu'on ne voit pas, et ce qu'on dit souvent qu'il faut mettre en avant pour former aux usages des intelligences artificielles génératives, c'est que ce sont des textes qui sont fabriqués de manière homogène par le modèle et son mode d'entraînement. Et ça, c'est un point vraiment déterminant, on va dire, dans la manière de concevoir l'approche de ces machines dans les programmes de formation. De rappeler les conditions de production, ce que c'est qu'un LLM, ce que c'est qu'un transformer, ce que c'est que un réseau de neurones, etc., etc. Et donc de revenir en fait à cette dimension technique de la fabrique des textes. Ce qu'on voit aussi de façon très forte dans les formations, c'est le rappel de la nature hétérogène de ces données qui sont alors rarement documentées. Hein, c'est une des discussions sur la question de la régulation. Tout à l'heure, Émilie disait que j'allais en parler. Je vais l'évoquer très brièvement, mais c'est vrai que sur la question de la régulation des IA, la question de la documentation des données qui servent à produire les modèles, qui servent à alimenter et entraîner les modèles est encore sur la table, avec des propositions notamment de produire des résumés qui explicitent les bases de données. Alors, j'ai mis rarement documenté, donc voilà, on sait rarement quel type de données ont servi, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont annotées souvent par des humains,
Et ça, voilà, tout le travail sur le digital labor, notamment d'Antonio Casilli. Vous avez peut-être vu le documentaire sur les sacrifiés de l'IA, qui met bien en avant tout ce travail humain effectué de façon à la fois revendiquée, parce que si on regarde la documentation technique de ces intelligences artificielles génératives, c'est bien mentionné, mais les conditions dans lesquelles ces annotations sont produites sont masquées. Et donc aussi des textes qui sont quasiment adocumentarisés, c'est-à-dire dont on ne sait pas quels sont les éléments qui ont permis de servir à la production du texte. Et donc là, en image, je vous ai mis, donc j'avais demandé quel était le contexte qui servait à la production des textes. Et donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui étaient répondus. Je vous ai mis les étapes 4 et 5 de cette production du contexte dans la réponse en tout cas que formule l'intelligence artificielle générative. Et donc, en fait, on voit que c'est une documentarisation interne, en tout cas, c'est ce qui est précisé, et externe, interne par donc les mécanismes, ce qu'ils appellent les mécanismes d'attention, et externe par l'ensemble des éléments que l'utilisateur a proposés, donnés, fournis dans son profil ou dans la conversation pour permettre la génération d'un nouveau texte. Donc, on voit bien qu'on a une conception de la communication qui va être prise en charge par la machine, tant dans son interface que dans le déroulé de production des textes, et que tout ça est peut-être assez déconcertant, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'à chaque question, eh bien, on obtient très rapidement une réponse, et ce qui pourrait laisser penser qu'on n'a plus beaucoup d'efforts à faire. Mais on voit bien aussi que la fabrique de ces textes se fait de manière homogène selon des calculs qui sont sans cesse les mêmes, et que donc on a bien une uniformisation dans l'espace médiatique et qui certainement quand même pourra gêner, d'où le fait qu'à un moment donné, on a une sorte d'effacement de la variété des formes culturelles au travers de ça. C'est une analyse, une piste d'analyse qui me semble intéressante à creuser. Alors, parce que ça homogénéise finalement la nature des réponses, et donc écrase un petit peu la diversité des pratiques informationnelles qu'on peut avoir. Alors, voilà, tout ça pour, tout ce temps de présentation pour montrer un petit peu là où je me situe. Et j'accélère parce que je vois que je parle un peu lentement. Et donc, finalement, à partir des 2 terrains qu'on a effectués, ce qui est intéressant de faire ressortir finalement, c'est cette question de la façon dont les formateurs et les enseignants se représentent les IAG, et comment les imaginaires de la communication et des technologies va venir justement nourrir leur pratique. Alors, à partir de toutes les observations qu'on a pu faire, ce qui ressort, c'est la façon de qualifier la relation aux intelligences artificielles génératives. C'est vraiment ce sur quoi j'ai oublié le G là dans le titre, je suis désolée. Avec cette idée que ces dispositifs sont des assistants ou des partenaires. Alors,
on retrouve sans cesse ces qualificatifs. Euh, et, euh, alors, on n'a pas encore fait le travail pour expliciter ce qu'on pourrait entendre par assistant et partenaire, mais enfin de façon détaillée, ou alors que recouvrent ces notions plus largement. En tout cas, ce qu'on voit, et c'est très fort chez les enseignants, donc sur les deux terrains, hein, les enseignants, c'est le point commun des deux terrains. C'est la reprise finalement des discours d'accompagnement de la hiérarchie, des tutelles chez les enseignants, hein. Le discours de l'ensemble des acteurs, des DRAN, du ministère, c'est de rassurer les enseignants sur le fait que non, il ne sera pas remplacé, mais que les intelligences artificielles génératives peuvent assister l'enseignant et l'enseignante dans son travail de préparation. Euh, et donc, on voit, et de même, chez les journalistes qu'on a pu interroger, eh bien, alors on n'est pas sur la dimension d'assistance, mais on est dans une relation définie comme partenariale. Donc, l'IAG est un partenaire avec laquelle on va pouvoir produire, alors de façon plus spécifique ou de façon plus efficace. C'est en général les deux aspects qui vont être soulignés. Alors, finalement, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une nécessité pour l'ensemble des acteurs de qualifier leur relation et la relation, j'ai mis homme, la relation homme-machine, humain-machine, qui se met en œuvre dans les pratiques des différentes personnes qu'on a pu observer et interroger. Cette qualification, elle est essentielle parce qu'elle va permettre de conserver une certaine autonomie de la part des personnes qui mobilisent ou à qui on a demandé de mobiliser ces dispositifs. Et en même temps, une valorisation du rôle conféré à la machine. Le fait d'assister, c'est quelque chose ou d'être partenaire. À chaque fois, c'est une manière de montrer qu'il y a un apport et d'insister sur cette dimension-là dans la façon de travailler et dans la manière de mobiliser finalement au bon moment. Et ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, la machine. Et donc, ce qu'on observe, et en particulier, c'était extrêmement saillant sur le terrain, dans les trois écoles, sur le terrain de formation des enseignants, c'est une recherche d'articulation avec des pratiques routinières des enseignants, c'est-à-dire qu'ils ont des manières de préparer leurs cours donc on avait on avait vraiment un panel extrêmement comment dire large avec des enseignants dont c'était la première année d'enseignement et des enseignants qui avaient 10, 20 voire 30 ans d'expérience. Mais à chaque fois, il y avait déjà une pratique de préparation de cours qui est extrêmement structurée et, et cela supposait de réfléchir à la manière d'intégrer l'usage alors en l'occurrence c'était ChatGPT dans sa version payante, dans cette routine.
et tout ce que ça supposait comme question de est-ce que ça vient en plus de ce qui est déjà fait ou est-ce que ça vient remplacer un type de ressources, un type de démarche qui était déjà en place. Et donc, ça supposait chez les enseignants euh, de vraiment réfléchir et de vraiment caractériser l'intérêt que pouvait avoir l'usage de l'intelligence artificielle générative. Alors, j'ai mis que par rapport à cette relation et à la manière de qualifier cette relation, restaient donc des questions en suspens. Euh, D'abord, sur la manière de définir le rôle de l'enseignant ou du journaliste. C'est-à-dire que si la machine est un assistant ou un partenaire, reste du côté de l'enseignant ou du journaliste l'enjeu de pleinement revendiquer ses compétences métiers et donc de savoir qu'est-ce qui est délégué et qu'est-ce qui n'est pas délégué. Euh, Ça enchaîne sur le deuxième point, c'est-à-dire voilà, quelles sont les tâches qui vont pouvoir être automatisées sur le terrain avec les enseignants, on a pu voir que juste au départ, il y avait vraiment cette idée de magie qui allait pouvoir être mise en œuvre. euh, alors surtout dans la production de documents qui leur prend extrêmement de temps, des documents spécifiques pour chaque enfant. Et donc, il y a eu à un moment donné une difficulté, enfin pas une difficulté, une mise face à la réalité de ce que ne pouvait pas faire l'intelligence artificielle générative. Et par contre, la- la- finalement, la création d'une distance euh, qui va s'imposer à eux par rapport à la nature des tâches. Par ailleurs, un des enjeux, c'était d'essayer de voir comment il pouvait y avoir une mise en place de séances avec différenciation en fonction du niveau des élèves ou de leurs difficultés propres, notamment toutes les questions des dys, dyslexie, etc. Et, euh, et ça, ça a été un des points qui a posé, on va dire, beaucoup de questions, plus qu'apporté de réponses. Euh, il y avait bien cette possibilité, par exemple, de produire des QCM de différents niveaux très, très facilement. La question de produire des problèmes mathématiques de différents niveaux, là, ça devenait un tout petit peu plus compliqué et c'est avec l'arrivée du modèle de raisonnement que ça a pu être un petit peu amélioré puisqu'au départ, on avait vraiment des problèmes de calcul basiques. L'autre question en suspens, c'est vraiment, finalement, on s'aperçoit que l'hétérogénéité des cultures, des niveaux de culture numérique des différentes personnes qu'on a pu interroger là sur les deux terrains, eh bien, montre aussi enfin, implique un rapport au dispositif qui est extrêmement qui va justement ne pas pouvoir prendre la même place du fait de la diversité de ces cultures numériques. On est en fonction en fait de la capacité des personnes à utiliser une diversité d'outils, le transfert d'un dispositif à un autre va se faire plus ou moins facilement et va questionner de façon plus ou moins critique l'usage qui va pouvoir en être fait.
Alors, finalement, ce qu'on observe, c'est une tension entre l'injonction à l'usage et le besoin de réflexivité dans la pratique. Je vous disais qu'on avait fait des ateliers et dans les ateliers qu'on a pu donc, au sein du projet TADAM et dans les observations qu'on a pu faire au sein du de l'expérimentation dans le Gard. Eh bien, d'un côté, on a le motif du retard qui revient toujours. C'est-à-dire que on sent bien qu'il faut répondre à la nécessité de se servir de ces nouvelles technologies. Et donc, c'est sans cesse rappelé sur le fait qu'il ne faut pas passer à côté, qu'il faut prendre en main, qu'il faut euh, qu'il faut se confronter aussi. Ce sont des termes qui reviennent extrêmement souvent et la crainte finalement de passer à côté. Alors ce motif du retard, c'est un motif qui a été beaucoup travaillé, euh, notamment par exemple par Julie Bouchard dans un ouvrage sur plutôt les politiques scientifiques. Mais j'avais pu aussi l'observer dans mon travail de thèse, où pour mettre en œuvre les politiques publiques sur la société de l'information, eh bien, parler du retard permettait de faire agir. Eh bien, là, on l'observe. Il y a cette crainte, hein, finalement, de ne pas connaître et de ne pas de laisser de côté une technologie qui pourrait transformer les pratiques de formation, en tout cas. Et ça, c'est appuyé par le risque de décalage avec les apprenants ou avec les publics qui sont, par exemple, les publics étudiants pour les bibliothécaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, cette crainte, hein, de ne pas être en adéquation avec les apprenants conduit à invoquer ce motif du retard et à essayer de s'en éloigner le plus possible. Alors, ce qui correspond aussi à l'injonction qui est faite à expérimenter et donc justement à se placer en lien avec nos questionnements dans nos travaux de recherche. Le deuxième point qui reflète cette tension, c'est l'appel incessant à l'éthique. Donc, une éthique qui va se traduire par la référence constante à la dimension critique, au fait qu'il faut faire preuve d'esprit critique, de pensée critique, qu'il faut mettre en œuvre des démarches critiques. C'est sans cesse rappelé tout au long de nos entretiens le lien entre pratique de ces dispositifs et ces démarches critiques est invoqué comme étant un garde-fou à mettre en place pour ne pas se faire avoir ou ne pas être avoir un usage qui ne correspondrait pas au cadre éthique dans lequel les journalistes ou les enseignants travaillent. Au tout début de l'expérimentation, un des points centraux mis en place par les deux formateurs numériques, c'était de dire on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de données personnelles qui soient mobilisées dans l'espace de dialogue avec ChatGPT et aussi de pouvoir récupérer les données qui y seraient mises, et ça a donné lieu à des échanges lors de l'achat des licences pour pouvoir
protéger les données qui sont utilisées. Aussi, une insistance sur un usage en conscience des différents risques. Alors, ça se voyait tout à l'heure dans la diapo qui est, que j'ai reprise de la présentation faite avec Bastien Mas, qui est, par exemple, la comparaison entre le bilan carbone d'une recherche sur Google et celle d'une recherche avec ChatGPT, et où on montre en fait que voilà, d'un point de vue écologique, ce n'est pas équivalent, et que au contraire, c'est beaucoup plus lourd d'utiliser des intelligences artificielles génératives. Et donc, voilà, de faire prendre conscience de ces risques, de ces transformations, c'est un des points qui va être rappelé. Et puis, le dernier élément, c'est finalement de s'interroger sur la formation par l'usage, et donc de placer l'usage au centre. C'était le cœur du dispositif d'expérimentation, c'est-à-dire de partir des besoins des enseignants pour produire les formations. Et c'est ce qui est toujours mis en avant par l'ensemble euh, des acteurs qu'on a pu interroger, donc qui sont des formateurs, on va dire experts sur l'IA, c'est de partir des usages, de favoriser donc une culture du test, de mettre en œuvre des essais, et de voir aussi là où ça dysfonctionne. Donc, la problématique de laisser, je fais quelque chose, ça ne marche pas, j'essaye de comprendre pourquoi la requête n'est pas, ne me permet pas d'obtenir ce que j'ai cherché à obtenir. Par exemple, dans les enseignants du premier degré, il y a beaucoup de production d'images. Et en fait, les images qui étaient produites n'étaient pas satisfaisantes, notamment parce qu'elles renvoient donc dans le ChatGPT payant, il y a, c'est DALL-E qui est derrière. Et en fait, la base de données est vraiment américano du Nord centrée. Et de ce fait-là, les images produites sont des images qui renvoient à l'école nord-américaine, et pas du tout à l'école telle qu'on se la représente en France en particulier. Et donc, la bascule, ça a été de de ne plus utiliser la génération d'images, mais par contre de demander quel logiciel utiliser, comment utiliser, et donc de se servir de ChatGPT comme d'un tutoriel pour produire des images dans d'autres logiciels. Donc ça, c'est voilà, on essaie, on rencontre un problème, on l'identifie et on produit une autre production. Et donc, voilà ce que on peut appeler les mains dans le cambouis. Et donc, pour conclure, évidemment, l'idée de tout ça, c'est de savoir tout de même comment on peut produire des dispositifs de formation, quelle est la nature de ces dispositifs de formation, sachant qu'en plus, il y a énormément de projets qui travaillent là-dessus. Donc, voilà, comment on peut sortir aussi des débats sclérosants sur le avec ou sans techno, avec ou sans écran, qui empêchent en fait finalement de penser correctement ces transformations médiatiques et tous les enjeux culturels attenants. Alors c'est voilà, c'est des pistes. Donc évidemment, pour reboucler avec ce que je disais auparavant, c'est de passer par une approche par les médiations, par la question de la médiatisation, avec comme premier objectif, on va dire, de se positionner contre euh, le fait que les publics n'y comprennent pas, ou contre un effroi ou un fantasme technologique. Tout d'abord, donc en privilégiant un rapport au savoir. Alors, je fais un lien
peut-être un petit peu distendu avec tous les travaux qu'on a pu faire sur les démarches critiques avec Aude Seurat, mais avec cette idée finalement que un des enjeux, c'est de vraiment penser les publics apprenants comme des êtres pensants. Et donc, il ne faut pas les entraîner à faire bien quelque chose, mais au contraire, à penser les conditions de circulation de ces objets informationnels, de penser la médiatisation, qu'est-ce qu'elle en essayant de bien s'appuyer sur tout ce qui est de l'ordre de l'explicabilité des dispositifs, hein, et donc de déplacer la question du comment ça marche, qui possède une visée stratégique, à une appropriation des démarches scientifiques de questionnement et de problématisation. De favoriser en outre ce que Nicolas Auray, j'ai repris cette expression que je trouve très belle, hein, de l'exploration curieuse. Alors lui, il l'utilise pour analyser la question de la découvrabilité. Enfin, il ne disait pas ça comme ça à l'époque, mais en tout cas, la question la, de la découverte de contenu sur des plateformes de streaming, de vidéos. Et là, je détourne un petit peu son expression avec cette idée que il y a une importance à partir de l'expérience de reconnaître le contexte, la situation comme étant un élément constitutif et central du savoir, et donc en s'appuyant pour, sur Dewey pour poser que finalement c'est par l'action que nous pouvons constituer notre rapport au monde, que nous pouvons l'éprouver, et donc de ne pas distinguer pensée et action. C'est la proposition de John Dewey pour mettre en relation ce qui est vécu et les idées d'une part et les conséquences résultant de nos idées d'autre part. Et donc, avec cet enjeu, hein, finalement, que les enseignants ne doivent pas dire ce qui doit être pensé, mais invitent plutôt à la découverte et au questionnement. Et pour cela, donc, de s'appuyer sur une description du réel pour favoriser des capacités d'intervention sur ce même réel. Et donc tout ça dans l'objectif de pouvoir contribuer à un gage d'autonomie pour les enseignants et les formateurs dans leur démarche. C'est cette logique capacitaire que notamment Dominique Vinck prône, il n'aimerait pas du tout qu'on dise ça, pardon, défend, avec cette prise en compte des formes de connaissances d'acteurs, enfin je le cite ici, avec l'idée de prendre en compte des formes de connaissances d'acteurs moins visibles aux marges des grands défis de la modernité, mais attachés aux dispositifs de leur traitement, qu'ils en deviennent des petites mains silencieuses. Donc bref, de sortir d'une logique prescriptive de ce qui devrait être l'usage des médias pour offrir un cadre aux pratiques dans toute leur diversité. Et pour cela, non pas repenser la littératie des intelligences artificielles génératives ou des intelligences artificielles tout court, déconnecté de ce qui a déjà été fait de l'éducation aux médias et à l'information, mais au contraire, de s'appuyer sur l'existant, et c'est vraiment difficile à faire parfois, enfin, en tout cas sur le terrain, pour prendre en considération ces processus de médiation et leur capacité à modifier le cours des échanges dans leur dimension créative et de production de liens. Voilà, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, je suis désolée, je suis très bavarde et j'avais prévu un peu trop long. Bon, merci beaucoup. Sarah, alors, je suppose que tu vas avoir beaucoup de questions, donc peut-être qu'il y en a-t-il, je vois des messages qui arrivent. Non, c'était pas une question, Stéphanie, c'était des remerciements pour toi, mais on va ouvrir un temps d'échange avec toi. Donc, vous pouvez prendre la parole autant que vous le souhaitez, chers amis et collègues.